tous, merci de votre présence donc pour cette conférence du docteur Pierre Vallès, qui est donc chirurgien et qui va nous parler de la prise en charge transversale médico-chirurgicale des pathologies du rachis. Donc en clair, comment prendre en charge le mal de dos, le mal du siècle. Bien, bonjour, messieurs, je vous remercie de votre présence. Et effectivement, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a pu monter depuis quelques années sur Bourg-en-Bresse et ses environs, à la clinique Convers, c'est-à-dire une sorte de centre dédié à la colonne vertébrale et qui peut traiter à peu près tout à ce jour. Parce que le rachis, comme vous me l'avez dit, ça va de la tête au coccyx. Voilà, donc il y a de multiples pathologies. Pour revenir un petit peu sur la base, on sait que c'est un problème de santé publique majeur, puisque bon, je vous ai repris les chiffres d'une étude multicentrique de l'HAS, mais qui est assez parlante. Quand on voit qu'aujourd'hui, ça représente 6 millions de consultations chez le médecin. Bon, vous avez aussi le truc qui est assez important, c'est l'invalidité. C'est la première cause d'invalidité au travail des moins de 45 ans. Et c'est la principale cause aussi d'arrêt de travail et des maladies des gens professionnelles. qui ne peuvent plus travailler. Donc tout ça mis ensemble, ça vous représente quand même pour l'HAS un coût d'1,4 milliard d'euros. C'est assez énorme et on pense quand même qu'on peut réduire. Donc ce traité qui a été fait, que vous pouvez retrouver sur le site de l'HAS, a été fait en principe aux professionnels pour essayer de réduire les coûts et améliorer les prises en charge. Donc on se base un petit peu là-dessus aujourd'hui, ça sert un petit peu de référence. Donc le mal de dos, initialement, bon, j'ai mal au dos, c'est ce qu'on appelle la lombalgie commune de l'adulte, la lombalgie chronique. Dans référence, on dit j'ai mal au dos. Une lombalgie chronique, c'est j'ai mal au dos depuis plus de 6 mois. Alors c'est un petit peu le problème parce qu'aujourd'hui, on attend 6 mois et puis après, on commence à s'inquiéter. La lombalgie, dans 90% des cas, on ne va pas retrouver grand-chose. C'est-à-dire qu'on fera des examens multiples et variés et le diagnostic sera vous avez mal au dos. Mais il faut quand même faire attention parce que autour de cette lombalgie commune, vous avez plein de pathologies. Vous avez les pathologies dégénératives avec les canaux lombaires, les hernies discales. Vous avez toute la traumatologie. Vous avez toutes les maladies inflammatoires du rachis, les maladies infectieuses. On va vers la cancérologie aussi. Et puis, il y a toute la pathologie malformative et déformative, que ce soit des adultes et des enfants. Donc, comme je disais, le dépistage, c'est vraiment le centre de nos préoccupations. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils très pratiques et aussi une meilleure connaissance de la colonne vertébrale. Notamment au niveau radiologique, on a su classer les colonnes vertébrales selon leurs angulations, leurs formes, sans rentrer dans les détails. On est capable de faire un petit peu de médecine prédictive, c'est-à-dire en fonction de la forme du dos, on saura, celle-ci donnera certaines pathologies ou contre-indiquera à certains travaux de force. Vous avez des dos qui sont moins puissants, des dos plus puissants. Donc déjà, rien que ça, on a une approche par rapport à la lombalgie un peu plus scientifique. Quand vous parlez de dépistage, c'est quand les douleurs apparaissent ou par exemple un enfant qui se tiendrait mal. Alors c'est plutôt chez les enfants. Les enfants ont très rarement mal au dos. Mais par contre, ils ont des postures qui peuvent interpeller. Et puis c'est vrai qu'au niveau dépistage, aujourd'hui, on est un peu embêté parce qu'on n'a plus de médecine scolaire, quasiment plus. Donc moi, quand j'étais petit, je me rappelle, on allait tous les 2 mois, tous les 2 ans, on allait à la médecine scolaire et le gars nous déshabillait, il regardait si on avait des poils au zizi et si il nous faisait pencher en avant pour voir si on avait la colonne droite. Voilà, bon, ça s'arrêtait là, mais n'empêche, ça permettait un dépistage plus précoce. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ma pratique, on voit arriver des scolioses déjà plus avancées qu'avant. Voilà, donc après les outils, bon, je vous disais, il y a des logiciels de mesure, on a toute l'imagerie qui a vraiment progressé, que ce soit l'IRM, le scanner, même le PET scanner, et puis tout ce qui est exploration neurologique. Donc il y a beaucoup de progrès techniques, et globalement, tout ça, c'est dans un seul sens, et pas passer à côté de la pathologie, même si dans 90% des cas, on ne retrouve rien. À partir de là, à partir du moment où on a défini le diagnostic, on va pouvoir s'orienter vers une stratégie thérapeutique. Et pour faire ce diagnostic, on consulte qui? C'est le généraliste qui oriente vers ce type de dépistage? Voilà, très souvent maintenant avec le parcours de santé, le généraliste oriente. Alors, à plus ou moins bon escient, c'est-à-dire qu'il va peut-être envoyer au rhumatologue,
Alors c'est pour ça que je voulais vous montrer la notion de transversalité, c'est-à-dire que dans une équipe soignante, dans la nôtre, on a des compétences tout à fait différentes, mais on travaille tous sur le rachis. Donc le médecin peut envoyer au rhumatologue, au médecin rééducateur, au chirurgien. À partir du moment où on a fait le dépistage, le diagnostic, on va réadresser à la bonne personne. Donc notre équipe, elle se constitue aujourd'hui de 2 médecins de physique réadaptation, on dit médecins MPR, qui sont issus de centres de rééducation, mais qui sont passés au libéral et qui s'occupent avant tout de la lombalgie. On a un rhumatologue et puis on collabore beaucoup avec le service de Flaria, de Nathalie Sprunk. Et puis on a 4 bons radiologues qui sont vraiment dédiés à l'ostéo-articulaire et qui sont à la fois dans le diagnostic, mais aussi ce sont des très bons picadors, c'est-à-dire qu'ils font de belles infiltrations et avec des succès non négligeables. Au niveau chirurgical, bon, au début j'étais tout seul, donc moi je suis chirurgien orthopédiste et je me suis associé avec 2 neurochirurgiens. Alors c'est une pathologie commune, mais des spécialités qui se chevauchent. Disons que on a toujours la question, c'est quoi la différence entre le neurochirurgien et le chirurgien orthopédiste pour la colonne? Pour faire simple, on a des pathologies qu'on traite en commun, tout ce qui est dégénératif, hernie discale, canal lombaire étroit. Le neurochirurgien va plus s'axer sur l'intérieur du canal médulaire, donc tout ce qui est pathologie tumorale de la moelle ou décompression, surtout au niveau cervical. Et puis l'orthopédiste, moi j'ai été plus formé à traiter les déformations des enfants, donc on est plus scoliologue quelque part. Mais au final, on se chevauche un peu, mais on a chacun nos spécificités. Et puis on a la chance d'avoir 3 bons orthoprothésistes, donc ces personnes qui confectionnent les appareillages, le grand appareillage, tous les corsets pour les scolioses, et puis des kinésithérapeutes qui nous suivent aussi. Bon, tout ça, ça fait une petite équipe et c'est clair qu'on essaye de traiter le maximum de choses, mais on a quand même besoin d'avoir des connexions. Et on a beaucoup de connexions avec, bien sûr, Flaria, mais aussi avec le CHU à Lyon, certains centres antidouleurs, et puis bien sûr les centres de rééducation qui sont souvent sollicités pour les suites opératoires. On essaie de se réunir au moins 2 fois par mois, tout ce petit monde, et puis de discuter de temps en temps, enfin des cas un petit peu complexes, et c'était en réponse à votre question, qu'est-ce qu'on fait du patient, où on l'oriente, voilà. Donc on a créé un petit peu une sorte de médecine de ville à partir de protocoles qui étaient un petit peu lourds. Moi je suis issu du centre des Massus, donc c'était un peu la grosse machine, et on a essayé en centre de rééducation, mais chirurgie aussi. Hein. Donc tout ce qui était chirurgie de déformation, mais globalement, en reprenant les protocoles, en les allégeant et en les adaptant à la vie de tous les jours, à la vie moderne, surtout parce que maintenant, hospitaliser un gamin pendant 15 jours pour lui faire un corset pour une scoliose, c'est un petit peu excessif. D'ailleurs, ils en sont revenus. On a simplifié les parcours. Donc, je voulais vous en présenter 4 parcours qui sont un peu spécifiques de notre activité: la lombalgie chronique, les déformations des enfants, la chirurgie, vous montrer un petit peu les nouvelles technologies, et puis le service d'urgence. Donc, cette expertise, elle grandit petit à petit. Comme je vous disais, je suis installé depuis 2006, et aujourd'hui, même si au début j'ai commencé très petit, aujourd'hui on arrive quand même à voir 10 000 personnes en consultation chaque année. On effectue 800 chirurgies, on gère 3 000 urgences par an, et au niveau des corsets, on a une activité de 500 corsets par an à peu près. Alors, je vais vous présenter le parcours lombalgie de l'adulte. Donc, comme je disais, c'est plutôt les médecins physiques réadaptateurs qui s'occupent de ce parcours, parce qu'ils ont un savoir-faire sur les protocoles de rééducation, parce que le dos, finalement, quand il n'y a rien, la seule chose, ils le disent à la télé, il faut bouger. Donc, il y a des protocoles de rééducation. Ils font aussi le dépistage. Et puis surtout, ils referment le cercle parce qu'il y avait un souci avec ces arrêts de travail prolongés. Souvent, il n'y avait que 3 intervenants, le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin, bien sûr, de caisse. Mais le spécialiste était mis un petit peu en dehors. Et là, on a réussi à remettre un intervenant de plus dans la boucle, ce qui permet de mieux discuter et puis d'améliorer un petit peu les retours au travail, parce que quand même, le critère numéro 1 de guérison d'une lombalgie, c'est le retour au travail. Dans toutes les études, c'est le critère principal sur les résultats. Parce qu'on peut en guérir.
On en guérit dans 70% des cas. À peu près. Donc, je vous ai mis à droite le protocole de centre, protocole qui est lourd, c'est-à-dire c'était des stages, des hospitalisations, ça se fait toujours, hein, et pour les cas difficiles, c'est encore très recommandé. 15 jours, 30 jours, il y a une seule unité de lieu, de nombreux intervenants, tout est fait sur place, l'adhésion au patient, elle est complète, il n'a pas le choix, il est enfermé. Nous, on a allégé le truc en protocole de ville, c'est-à-dire qu'on fait les appareillages. Alors, on a une théorie sur la lombalgie dans notre équipe, c'est-à-dire que quand vous avez très mal au dos, on commence par refroidir l'incendie. C'est-à-dire qu'on est très corset, parce qu'un corset, ça va vous... On les fait sur des modes de calcul. Vous avez vu, il y a des images radiologiques, des calculs un petit peu. Tout ça, c'est retravaillé pour obtenir la bonne posture. C'est des corsets rigides qui mettent en bonne position et qui refroidissent l'inflammation ou le muscle qui est sursollicité. Donc souvent, ils ont un corset, pas tout le temps. Et puis après, il y a ce protocole de rééducation. Et on a essayé de le rendre facile et de le diffuser à l'ensemble du département. Donc on fait des réunions avec les kinésithérapeutes de l'Ain, un peu chaque année, un peu moins cette dernière année, mais où on transmet, on discute et puis on apprend à se connaître. Et donc le patient, finalement, il va faire simple. Il va faire sa rééducation à côté de chez lui ou à côté de son travail, il ne va pas perdre de temps. Donc avec ça, je vous ai mis un petit tableau, il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Sur les délais de prise en charge, aujourd'hui, on est à peu près à 15 jours. Si vous avez mal au dos pour prendre rendez-vous chez nous, c'est relativement rapide. Je pense qu'il ne faut pas attendre 6 mois, parce qu'après, la douleur, une fois qu'elle est installée, bon, il faut pas attendre. Si on a mal au bout de 5 jours, il ne faut pas non plus consulter. Mais si au bout d'un mois, vous avez toujours mal, je pense que la consultation est tout à fait licite. Au niveau du coût, c'est plus simple, moins d'intervenants. Donc, on a, bien sûr, ce n'est pas une hospitalisation, parce que le coût à la journée dans un centre est quand même non négligeable. Pour le suivi, on arrive un petit peu à le personnaliser, c'est un peu plus simple. Comme je disais, il y a l'adhésion patient qui est un peu moins bonne, parce que globalement, il y en a qui disent ouais, bon, bah, si vous voulez leur donner trop de liberté, ils vont la prendre et on ne les reverra pas. Ça fait partie des échecs. Et puis au niveau des résultats, comme vous disiez, c'est 70%. Il y a 7 personnes sur 10 qui atteignent de lombalgie chronique qui pourra reprendre son travail sur le même poste ou pas. Ça peut être un poste souvent adapté. Mais c'est difficile à comparer. Le protocole centre, protocole ville, ce n'est pas les mêmes patients. Ce n'est pas les mêmes suites. Donc globalement, on est tous les deux contents. On peut dire 70%. Voilà. Et comme je vous disais, l'objectif, c'était faciliter à tout le département, et c'est pour ça qu'on essaye de communiquer avec... en fait, un des acteurs principaux, c'est quand même le kinésithérapeute dans cette histoire. On a un parcours enfant, je disais, pour les pathologies malformatives. Donc moi, je suis titulaire d'un DU de grand appareillage des formations enfants, ce qui me permet de faire tous ces jolis corsets. Donc toujours pareil, dépistage, diagnostic, et puis un suivi régulier, et donc éviter les pertes de vue. Au niveau radiologie, vous voyez la représentation de la colonne à gauche. Vous avez Nicolas Andry en 1742 qui dessinait ce que l'orthopédie, ça lui représentait, c'était un arbre. C'est un beau dessin. Et en 2010, maintenant, vous avez l'arbre s'est transformé en une colonne modélisée 3D que vous pouvez changer dans tous les sens. Donc, c'est merveilleux, la technique. Ça nous aide en bas, vous voyez, à concevoir des corsets, soit en conception assistée par ordinateur, soit, bon, il y a la technique conventionnelle. On accroche encore les enfants à des cadres et on fait un peu des plates de temps en temps pour les cas les plus difficiles. Et puis, je vous parlais des kinés tout à l'heure. On essaye d'avoir une éducation thérapeutique quand même, parce qu'il ne faut pas faire non plus trop court, trop simple, hein, parce que c'est important. Les enfants ont des fois du mal à accepter ce corset. Donc, au début, on essaye quand même, si on ne les hospitalise pas 15 jours, on essaye de les voir assez régulièrement au début. La chirurgie, c'est notre... c'est bon? Oui. C'est à quelle heure? Il nous reste 10 minutes. 10 minutes, bon, alors ça va le faire. La chirurgie, on va faire vite, parce que bon, globalement, vous verrez, c'est 800 procédures chirurgicales. Donc sur 10 000 consultations, vous voyez, ce n'est pas le principal. Il y a beaucoup plus de consultations que de chirurgie. Quand on arrive à ce stade, c'est que malheureusement, les choses sont devenues un peu trop graves. Donc aujourd'hui, on est 3 chirurgiens, 2 neurochirurgiens, comme je le disais. Les médecins rééducateurs nous aident dans cette démarche. Au niveau innovation, plateau technique, alors
Il y a un truc qui est génial qui vient d'arriver. On est à la fois centre pilote, mais alors ça sera pas. On travaille aussi sur Lyon à mi-temps, hein, donc ça c'est sur Lyon avec ce bel appareil qui nous permet de. C'est une navigation 3D dans l'espace avec un scanner au bloc et en fait on est capable de coupler cet outil avec un robot qui n'est pas encore effectif, mais ça sécurise au maximum la chirurgie et vous pouvez mettre les vis dans la colonne. Un enfant de 5 ans qui sait utiliser un iPad peut le faire. Et souvent, c'est très utile quand vous mettez plein de vis pour redresser un enfant. Il ne faut pas que ça aille dans la moelle épinière. Donc, ce système qui s'appelle Surgivisio, à Lyon, on a été la première clinique de France à en faire l'acquisition et on est centre formateur et on l'utilise depuis 3 ans avec, voilà, comme c'est, vous parlez un peu de nouvelles technologies, mais c'est l'avenir et là, globalement, depuis 1 an, tous les centres de chirurgie du rachis en France s'équipent de cet outil. Je vais vous parler de l'urgence. Alors, à Convers, on a une porte aussi. Donc, on est de garde un jour sur 3, 24-24. Bon, globalement, on n'est pas trop sollicité. Il n'y a pas non plus de trop gros accidents dans la région. Voilà, mais on est capable d'intervenir. Et d'ailleurs, au final, on a quand même 300 chirurgies par an en urgence qui sont réalisées. Ça représente 30% de nos actes. Et on voit environ 3000 urgences. On ne les opère pas toutes, je vous rassure. Voilà, et donc on est entouré aussi, toujours au niveau des équipes. Bon, les équipes de blocs maintenant savent faire, puisque ça fait 15 ans qu'on exerce. Les radiologues sont aussi disponibles, enfin voilà, et puis bon, c'est comme dans n'importe quel service d'urgence, mais c'est vrai qu'on a la spécificité ici à Bourg de pouvoir accueillir de la colonne traumatologique et de la compression neurologique. Voilà, c'était à peu près tout. Et puis des projets, parce que on grossit, puis le récipient devient trop petit. Donc là, on va mettre très prochainement en construction un centre qui sera dédié à la colonne vertébrale, avec certainement des nouveaux services, un peu plus de kiné, un peu plus d'éducation thérapeutique. Enfin, on va essayer d'améliorer encore plus nos process. Et puis faire venir peut-être d'autres intervenants, parce que dans la transversalité, il nous manque des neurologues, des psychologues, des algologues. Voilà. Et puis, toujours conserver la communication avec nos correspondants. Voilà. Donc, quand vous avez parlé de dépistage, vous disiez la médecine scolaire ne le fait plus. Qu'est-ce qu'il faut, comment se préoccuper pour prévenir tout ça? Le médecin traitant. Oui. Alors, globalement, ils font bien leur travail. Enfin, moi, globalement, tous les enfants qui me sont envoyés se sont envoyés par le médecin traitant. Parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Même si vous penchez l'enfant en avant, vous voyez qu'il n'est pas droit au moindre doute. Aujourd'hui, on a une radio de colonne. Ça irradie très peu parce qu'on a des capteurs spécifiques. Et donc, il n'y a vraiment aucun risque à faire une radio à un enfant en dépistage. D'accord. Et parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses pourraient passer par la prévention. Donc, la prévention du mal de dos, de la lombalgie chronique dont vous avez parlé, c'est quoi? C'est bouger, comme vous avez dit, on dit à la télé. Ouais, mais je crois qu'il n'y a qu'une solution, c'est le sport. Le sport, le mouvement, ça peut passer que par là. Malheureusement, on est dans une société qui bouge de moins en moins, la sédentarité, qui est assise, les écrans. voilà. Ouais. Donc, et d'ailleurs, on voit dans les formes, je vous montrais les formes de colonnes des enfants, elles se modifient. On a une forme de dos qui représentait au départ 3-4%, et on sent que ça croît. C'est des enfants, on les voit, qui sont très grands, qui sont très peu lordosés. Normalement, on a une grande cambrure dans le dos et une grande syphose au-dessus, qui sont ramassés sur les épaules, qui se referment. On se pose la question si c'est l'écran, mais c'est vrai que on peut se poser des questions. Et la morphologie du rachis évolue. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire un cours sur l'anthropologie, mais comme quand l'homme s'est tenu debout. Quand il s'est tenu debout, avant, vous prenez une colonne d'un primate, ça fait un cercle. C'est tout. Vous avez le bassin, vous avez la tête et vous avez un cercle. Quand il s'est levé, ça a fait un S. C'est-à-dire que le bassin a changé, sinon il ne pouvait pas se lever. Et donc, en fait, il a évolué comme ça. Et le fait d'être resté assis, on se pose, et là, l'enfant revient sur une forme primate. Ça fait peur. Oui, donc, et quand vous parlez d'éducation thérapeutique auprès des kinés, qui sont moins sensibilisés que les médecins peut-être? Parce qu'ils le traitent, le mal de dos.
Les médecins Les kinés, par exemple. Oui, mais ils ont leur part, leur grande part dans le traitement, oui. Mhm. Mais l'éducation thérapeutique, c'est faire rentrer dans la tête de l'enfant ou de l'adulte Oui. les bonnes conduites, les bonnes manières D'accord. et l'acceptation d'un traitement aussi. Enfin, quand on leur met un corset, on le voit bien, hein, il y a des enfants qui sont très rebelles, les parents qui baissent les bras, et puis ils reviennent 6 mois plus tard, et le gamin, il a pris encore 20 degrés d'angle, et, il n'a pas porté son corset. Donc il y a ça aussi, c'est le contrôle du traitement. Et par contre, la chirurgie, donc, qui est votre spécialité de base, intervient en dernier recours. Oui, les scolioses, on en opère très peu, hein, mais au final, dès qu'elles ont dépassé des angles assez importants et qu'il y a un déséquilibre global, on va les opérer. Oui, donc dans la pathologie de mal de dos, pour schématiser, on finit pas forcément opérer avec des plaques, avec des vis. Non, il faut éviter. Oui. Ok, ben je vous remercie. Et donc le centre que vous prévoyez de construire, c'est à quel horizon? Dans un an. D'accord. 2023. Donc les pathologies du dos seront encore mieux traitées à Bourg-en-Bresse alors. Il y aura une maison pour ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie.